fait. Merci Marianne. Très bien. Donc les instruments de musique, comment ça marche? Bon, vous savez autant que moi qu'il y a de nombreux instruments de musique et donc ah, j'essaie de ne pas parler trop fort, je ne sais pas, je vais m'adapter comme ceci peut-être, et pour pas trop avoir du bruit dans le microphone, mais bon. Donc il y a de nombreux instruments de musique et je vais évidemment ne pas les décrire tous, mais ces instruments on peut les classer dans des familles et les principes physiques qui sous-tendent le fonctionnement de ces instruments de musique ne sont pas si nombreux que ça et donc je vais essayer de faire le tour un peu de tous ces principes physiques. Voilà, ah oui, je reviens un petit peu sur la présentation. Donc, je travaille à l'IRCAM, qui est un institut de recherche et coordination acoustique musique, qui a été créé par un compositeur, Pierre Boulez. Et l'idée de cet institut, c'est d'apporter aux compositeurs une aide scientifique, à la fois pour créer de nouveaux sons, pour créer de nouvelles diffusions de ces sons en fait. Voilà. Alors, donc les différents instruments, oui. Bon, les premiers instruments, on les date à peu près du paléolithique, donc 30 000, 40 000, on n'est pas à 10 000 ans près. Généralement, ce sont des petits os qui ont servi pour faire des sifflets. On suppose que les premiers instruments avant, c'était des flûtes, parce qu'on a retrouvé des os de vautour avec des trous. Bon, on n'a pas retrouvé les partitions, on ne sait pas très bien quel genre de musique on jouait à cette époque-là, mais on suppose que c'était les premiers instruments. Et pardon, j'ai un petit problème d'affichage, mais si vous vous intéressez aux instruments de musique, par exemple, vous pouvez aller à la Cité de la musique. Il y a un musée des instruments et ça vous donnera un peu une idée de tous les instruments qui existent dans le monde, on pourrait dire occidental. Et pas très loin d'ici, au musée du Quai Branly aussi, vous avez une collection d'instruments extra-européens, en fait, assez riches. Voilà. Alors, je suis désolé parce que j'arrive pas à afficher sur mon écran, mais bon, c'est pas bien grave, je vais regarder de ce côté-là. On classe ces instruments suivant. Il y a différentes façons de les classer, mais généralement on utilise la classification de Hornbostel-Sachs, où il y a les chordophones, les instruments à cordes, les idiophones, les percussions, aérophones, et les électrophones pour tout ce qui est l'électronique, l'informatique musicale. Alors je ne parlerai pas de ces instruments liés à l'électronique. Ce sont des instruments très riches, il en existe de nombreux et bon, j'ai préféré me focaliser sur les instruments, on pourrait dire, mécaniques, acoustiques. Voilà. Donc les principes physiques, ben on va les passer en revue. J'ai mis quelques thèmes là que je vais reprendre donc à la suite. Voilà. Je parlerai également de la façon dont ces instruments rayonnent, comment ils diffusent le son dans l'espace. Hein. Généralement, les instruments de musique diffusent le son de manière très différente des haut-parleurs. Il y a des haut-parleurs par ici, mais quand on diffuse un instrument de musique par l'intermédiaire d'un haut-parleur, on reconnaît l'instrument de musique, mais on reconnaît aussi que la diffusion se fait par les haut-parleurs. Ça n'a rien à voir avec la diffusion réelle de ces instruments qui est très complexe et très différente de celle des haut-parleurs. Donc j'en parlerai un petit peu. Je parlerai aussi un peu de la qualité des instruments. Est-ce qu'on peut dire
pourquoi cet instrument est bon ou meilleur ou différent de nôtre. Et si j'ai le temps, je voudrais parler aussi du musicien, parce que généralement ces instruments sont joués par des musiciens. Et je voudrais parler du contrôle exercé par les instrumentistes. Il ne suffit pas d'avoir un instrument, mais il faut savoir en jouer et quel type de contrôle exercent les musiciens sur ces instruments. Et je prendrai le cas du violon. Bon, si on prend les instruments à cordes ou à percussion, généralement donc la vibration est celle d'une corde, d'un solide élémentaire ou d'une plaque ou d'une membrane. Et je voulais vous montrer un premier film qui a été fait aujourd'hui. On a la possibilité avec des caméras rapides d'enregistrer la vibration ici d'une percussion. Donc j'ai trouvé ça sur YouTube. Voilà, au ralenti. That's not funny. Look at that. It's an amazing thing, right? I don't believe what I'm looking at. The snare skin appears almost liquid, as it absorbs. Vous voyez le genre de vibration qu'on peut avoir au niveau d'un... Donc ici c'est une caisse claire. Touches the drum head again. Donc ça vibre énormément, mais le percussionniste est tout étonné parce qu'on ne le voit pas quand on est percussionniste en fait. On ne voit pas que cette vibration est aussi importante. Et par la suite, je parlerai de petites vibrations et de grandes vibrations et je ferai la différence. Alors, je ne sais pas si tout le monde... Est-ce que je fais passer un microphone? Comment ça se passe? Les conditions de l'air, non, on peut dire... Enfin, ça intervient un petit peu si c'est humide, s'il fait chaud, s'il fait froid, mais c'est pas l'élément... D'accord, ok, je fais passer. Oui, s'il y a des questions. Ouais. En général, on fait les questions après. D'accord. C'est comme vous voulez. Hein, Non, on les pose après. S'il y a peut-être des enfants qui veulent poser des questions tout de suite. Non, ça va. Il ne faut pas hésiter. Hein. Alors, pour les aérophones, donc c'est par exemple une flûte à bec, ici. Hein. La vibration, c'est la vibration de la colonne d'air qui est contenue dans l'instrument. Ce n'est pas la vibration de la paroi. La paroi n'intervient pas. Hein. Et donc, c'est à l'intérieur que ça se passe. J'ai également mis ici un instrument un peu particulier, ce sont les rhombes. Ce sont des instruments que l'on accroche à un bout d'une ficelle et qu'on fait tournoyer comme ça et qui émettent un son. On en trouve en Australie en particulier. Et là, l'émission sonore se fait de manière différente dans le sens où c'est le mouvement de cette plaque métallique ou en bois qui va engendrer le son, en fait. C'est très différent d'un conduit acoustique comme une flûte à bec. Alors bon, j'ai dit que je ne parlerai pas des électrophones. Les électrophones, il y a des instruments qui datent de 1920, 1910 même. Ici, vous avez les ondes Martenot. Si vous vous intéressez aux chansons de Jacques Brel, il y a des chansons de Jacques Brel où on entend les ondes Martenot bien souvent. C'est un son assez pur et assez aigu. Et par exemple le thérémin aussi, le thérémine, c'est un instrument où ici la musicienne en fait va mettre sa main autour d'une antenne et supposer que ce soit l'antenne et en s'écartant et en bougeant l'antenne comme ça, elle va pouvoir émettre des notes et faire vibrer. Je vous conseille de chercher sur internet, vous écouterez, il y a des sons assez remarquables qui arrivent à imiter la voix.
Mais comme je disais, bon, je ne m'étendrai pas trop sur ces instruments. Juste un petit mot peut-être sur la synthèse sonore. Aujourd'hui, donc, tout le monde a un ordinateur et on peut, avec les ordinateurs et des programmes adaptés, reproduire des sons d'instruments. Alors, il y a différents types de synthèse sonore. Dans mon équipe, on travaille sur la synthèse sonore par modélisation physique. C'est-à-dire qu'on modélise les phénomènes mis en jeu, par exemple, dans la flûte. Qu'est-ce qui se passe? On souffle. Pourquoi il y a un son qui est émis? En fait, il y a des phénomènes assez complexes de propagation. Et là, juste, je vous fais écouter un son de clarinette basse qui est modélisé. On met toutes les équations, enfin, que l'on connaît. Voilà, donc on reconnaît une clarinette basse, enfin, je pense que vous serez d'accord. Par contre, on remarque très vite que cet ordinateur ne sait pas bien jouer. C'est-à-dire que tous ces instruments, il faut apprendre à en jouer. Et quand vous faites de la synthèse, pareil, et quand vous créez un instrument virtuel, ben, il faut apprendre à en jouer. C'est-à-dire pour la clarinette basse, ça veut dire mettre les doigts au bon endroit, souffler correctement, tous ces paramètres que le musicien apprend pendant parfois 10 ans au conservatoire. Donc là, on ne sait pas très bien encore en jouer, en fait. Et je reviendrai là-dessus à la fin de l'exposé. Oui, alors il y a différents types d'ondes. Je parlais de la flûte, et donc il y a une propagation qui se fait de manière longitudinale ici, et je ne pense pas... oui, non, je n'ai pas accès à Internet, donc c'est pas grave. Mais vous imaginez si on prend par exemple un ressort, si on appuie un peu sur ce ressort, vous allez voir une onde qui va se propager en fait. Ça, on appelle ça une onde longitudinale. Il existe aussi d'autres ondes. Par exemple, si on prend une corde qui est fixée à l'extrémité, si on fait ça, on voit qu'il y a une onde qui va se propager, éventuellement être réfléchie. Donc ça, il existe différents types d'ondes, et puis si on passe non plus à une dimension mais à deux dimensions, par exemple dans une plaque, on aura des ondes différentes, et puis si on prend un solide, par exemple un bloc de bois, ou par exemple ici j'ai pris des pierres, il y a des musiciens qui jouent sur des pierres, on a une propagation qui se fait dans toutes les dimensions. En fait. Voilà. Alors, ici, ce que j'ai représenté, généralement toutes les structures, cordes, tubes, conduits d'air, plaques. Ici, c'est le cas d'une cloche. Ces éléments, on peut les décomposer en éléments élémentaires, c'est-à-dire qu'ils ont des façons de vibrer différents suivant la fréquence en fait. Alors, quand vous tapez sur une cloche, en fait, vous mettez en vibration ce qu'on appelle les différents modes de la cloche. C'est-à-dire la cloche a différentes façons de vibrer. Et pour prendre un exemple plus simple, c'est la corde, par exemple. La corde a différentes façons de vibrer, et suivant où vous allez la pincer ou la frapper, vous allez faire intervenir ces différents modes. Alors ici, j'ai représenté donc une cloche. Vous avez le signal temporel, le signal capté par le microphone, et ici, c'est ce qu'on appelle les résonances de la cloche. Et je vais vous faire écouter donc le son de la cloche quand on la tape. Je n'ai plus de son. Je recommence peut-être. Non, ça ne marche plus. Bon, désolé. Ça marchait tout à l'heure. En
Bon, ça c'est toujours comme ça quand on fait des présentations. Il y a toujours un petit problème technique. Par contre, si je me mets comme ça, peut-être que ça va mieux marcher. Non, non. Bon. Tant pis, vous n'écouterez pas les sons de la cloche. Je suis désolé, j'espère que le reste va fonctionner. Alors, évidemment, il y a une chose qu'il ne faut jamais faire, c'est changer d'ordinateur avant la conférence. C'est ce que j'ai fait. et donc, il y a toujours des petites surprises. Mais bon, ça fait partie de la vie. C'est étonnant. Bon. Et donc, en fait, la cloche vibre suivant différents modes que vous voyez ici. Alors, la vibration ici est exagérée. Elle est, disons, multipliée par à peu près 500 000, en fait. C'est à la différence de ce qu'on a vu tout à l'heure sur une membrane. Sur la membrane, c'était quelque chose de réel. On l'avait filmé. Alors qu'ici, c'est une... Merci. C'est une vibration exagérée, en fait. C'est une modélisation que l'on a faite. Mais ça vous montre les différentes façons de vibrer d'une cloche. Alors, tant que je suis sur la cloche, je peux dire que les fabricants de cloches, en fait, ajustent ces différents modes que vous voyez successivement. Ils vont enlever de la matière à un certain endroit, de telle sorte à produire un accord que je ne peux pas vous faire écouter. Et la particularité des cloches que nous connaissons en Europe, on pourrait dire en fait, il y a dans la composition du son, il y a l'octave, il y a la quinte, il y a la tierce mineure, et il y a aussi une tierce majeure en fait. Et c'est un peu gênant en fait, parce qu'il y a à la fois une tierce majeure et une tierce mineure, et quand on veut sonner les cloches pour un événement heureux, en fait, il y a une tierce mineure qui apparaît et qui est un peu gênante en fait. Alors il y a des fabricants de cloches qui ont essayé de faire des cloches avec des tierces majeures en fait. Et ça existe, enfin, elles sont assez rares, mais ça existe, on peut en trouver. Voilà. Bon, mais je continue en espérant que... oui, alors, il y a une distinction qu'on fait souvent en physique, c'est linéaire et non linéaire. C'est-à-dire que quand on pince une corde légèrement, en fait, la corde vibre suivant ses différents modes. Et donc on peut décomposer la vibration en vibration élémentaire, comme on vient de le voir pour la cloche. Par contre, quand on pince la corde énormément, en fait, il y a des phénomènes très particuliers qui se produisent, et on n'est plus dans le cas linéaire. En fait, on est dans un cas, ce qu'on appelle non linéaire, qui engendre, enfin, qui implique un fonctionnement très, très différent, en fait. Et ici, je veux vous montrer... Voilà. That's outrageous. It's unbelievable. Watch the Regardez, deflection you put in. Carry that wave all around the ring. regardez Now une it just gets cymbale, to the back, comment elle and it est... starts going nuts. And then it comes back to the front. I've been beating the heck out of them for years, and they haven't broken. I can't even believe it. Évidemment, That's unbelievable. il n'en croit pas ses yeux, en fait, et nous non plus, en fait, hein, quand on voit cette déformation aussi importante. Et ça a des conséquences, évidemment, sur le fonctionnement de l'instrument et sur le son généré. Et pour les physiciens, en fait, le mode de fonctionnement est très différent, en fait. On n'est plus dans ce qu'on appelle le linéaire, on est dans le non linéaire. Alors, on retrouve ça, par exemple, aussi au niveau des instruments à vent. Si vous prenez un trombone, et quand le tromboniste joue, disons, pianissimo, mezzo forte, vous avez un fonctionnement linéaire, en fait. Mais quand il va jouer fortissimo, ce qu'on va remarquer, c'est qu'il va y avoir un enrichissement du son. Les musiciens appellent ça le cuivrage.
Et en fait, c'est lié à une propagation non linéaire qui se fait dans l'instrument. Alors, je vous fais écouter un crescendo sur le trombone quand on est en linéaire. Donc, c'est comme si on bougeait, si on tournait le volume, le bouton de volume, en fait. Et voilà ce qui se passe dans la réalité. Vous entendez cet enrichissement, en fait, dans l'aigu. C'est le cuivrage, parce qu'en fait, il y a un phénomène de propagation non linéaire qui se fait très différent de ce qui se fait, de ce qui se passe au niveau de faible niveau de jeu. Alors, on y reviendra tout à l'heure sur la propagation dans les instruments avant. Maintenant, je voulais faire une distinction entre ce qu'on appelle oscillation libre et auto-oscillation, que l'on trouve souvent au niveau des instruments. Oscillation libre, c'est j'ai une corde, hein, imaginez c'est une guitare par exemple, j'ai une corde, je la pince et je la lâche. Et la corde est libre. C'est-à-dire qu'elle vibre, il y a des ondes qui se propagent, qui sont réfléchies aux extrémités, mais le musicien, là, il ne fait plus rien, il a lâché. C'est pareil avec le piano. Quand vous appuyez sur la touche du piano, vous lancez un marteau, le marteau frappe la corde, repart de la corde, retombe, et la corde, elle est libre. C'est-à-dire qu'il y a une onde qui se propage, qui réfléchit, il se passe des tas de phénomènes, mais elle est libre. Alors, voici par exemple un petit film sur la corde libre. Vous allez voir à un certain moment la personne qui a réalisé ce film a filmé avec une caméra rapide. What happens when a string is plucked? The string starts out with an initial displacement in the shape of a triangle. Upon being released, the string snaps back towards its equilibrium position and oscillates up and down, quickly decaying as damping and friction effects remove energy. The details happen too quickly to see them with actual speed, so let's take a look at the plucked string in slow motion through a high-speed camera at 1200 frames per second. Now we can see a pulse on the string race back and forth through several cycles as the string oscillates. During the first complete cycle, the string has a pronounced kink that travels back and forth between the ends. This can be explained mathematically as a Fourier series summation of the individual standing wave patterns on the string. After several cycles, the pronounced kink has disappeared, and the motion looks much more like the entire string simply bounces up and down. This is because higher frequency components of the motion have decayed more quickly due to damping effects. Let's look at the first complete cycle again to watch the kink travel to the opposite end of the... Bon, je vais l'arrêter. Désolé pour la non-traduction, enfin, j'arriverai pas à traduire, mais vous voyez ces ondes qui se propagent, qui sont réfléchies aux extrémités, et l'extrémité, par exemple, pour une guitare, c'est le chevalet qui est lui-même posé sur la caisse, en fait. Donc il y a une partie de l'énergie qui arrive à l'extrémité et qui va mettre en vibration la guitare, la caisse. Et vous voyez qu'à un certain moment, ça décroît parce qu'il y a des pertes donc aux extrémités, il y a des pertes viscothermiques aussi. Si vous mettez une guitare dans l'air, la corde évidemment échange un petit peu de l'énergie avec l'air. Si vous la mettez dans l'eau, elle en échange beaucoup plus et vous verrez que dans l'eau, ça s'amortit beaucoup plus vite. Mais bon, votre guitare, elle sera en mauvais état par la suite. Voilà, donc ça c'est l'oscillation libre, et maintenant je vais vous montrer l'auto-oscillation. Alors l'oscillation libre, on la trouve, comme je vous disais, sur la corde frappée, la corde pincée, la guitare, le piano, les percussions qu'on frappe. L'auto-oscillation, c'est ce qu'on trouve au niveau du violon, tous les instruments à archer. La vielle à roue, c'est la même chose, c'est un archet circulaire. La clarinette, la flûte, le hautbois, la trompette, tous les instruments à vent, le saxophone, dans lequel on souffle. Et là, il y a une auto-oscillation qui se produit. Alors, ça c'est la vielle à roue. Je me suis dit que peut-être certains d'entre vous ne connaîtraient pas, mais le principe, c'est le même principe que le violon, en fait, même si ça ne ressemble pas
tout à fait un violon. Et là, vous allez voir un film fait avec une caméra rapide où vous reconnaissez un violon, enfin, ou un instrument à cordes avec un archet. Et donc je vais lancer l'animation. Ça va prendre un peu de temps parce que c'est le début de la vibration. Là, pour le moment, on ne voit rien. Voilà, la corde commence un petit peu à frémir. Je ne sais pas si vous voyez la corde de gauche, en fait. Et évidemment, là, l'archet va pas très vite. Et vous remarquez quand même qu'il commence à se passer quelque chose comme s'il y avait un coin qui se déplaçait sur la corde. Et hop, hop, hop. Hein, et en fait, ce coin, vous allez le voir plus tard, c'est ce qui fait le fuseau de la corde. Hein. Quand vous regardez un violoncelliste, par exemple, ou un contrebassiste, à l'œil nu, vous avez un fuseau, et en fait, l'œil n'arrive pas à séparer. Mais si on arrivait à séparer, c'est ce coin qui se balade, là, qui fait le fuseau. Hein. Et chaque fois que ce coin arrive au niveau de l'archet, en fait, il va déclencher, la corde va être en quelque sorte libre et puis recaptée par l'archet en fait. Il va y avoir, pour la corde frottée, une alternance de ce qu'on appelle une phase adhérence, c'est-à-dire l'archet adhère à la corde, enfin la corde adhère à l'archet, pardon, et une phase de glissement, c'est-à-dire que la corde glisse sous l'archet en fait. Il y a cette alternance qui se fait là et qui va dépendre bien entendu de la position de l'archet sur la corde. Voilà, et là vous avez un beau mouvement et c'est le mouvement qu'utilisent généralement les musiciens. On appelle ça le mouvement de Helmholtz, nous scientifiques, parce que Helmholtz est le premier à l'avoir décrit. Hein. Mais voilà, là, vous voyez, la corde vibre bien. Évidemment, si elle continue à vibrer encore plus, elle va commencer à toucher l'autre. Hein, il va se passer des choses pas très agréables. Donc le musicien, à un moment, il sait que non, il ne peut pas aller plus loin. Donc il faut éviter la catastrophe. Voilà. Voilà, là, il a enlevé l'archet. Et là, maintenant, la corde, elle est libre. C'est-à-dire, vous voyez, elle vibre maintenant jusqu'au bout, ce qui n'était pas le cas tout à l'heure, en fait. Hein, là, elle vibre, et puis elle transmet, et elle perd son énergie. Là, c'est une oscillation libre. Alors, à la différence de l'oscillation libre, l'auto-oscillation, c'est que c'est en permanence, il y a un contrôle qui se fait par l'instrumentiste, ici par l'archet, en fait, pilote l'instrumentiste. Et si l'archet s'arrête, ça s'arrête, en fait. Hein. C'est la même chose au niveau du saxophone, par exemple, ou de la clarinette. Il y a une anche qui se met à vibrer, qui est pilotée par les résonances du tuyau, et quand le musicien s'arrête de souffler, le son s'arrête. Hein. Alors que pour la guitare, par exemple, vous pincez et le son ne s'arrête pas, et il meurt petit à petit. Hein. Alors, auto-oscillation et oscillation libre, cela implique des phénomènes complètement différents pour le son émis, par exemple la sonorité, l'importance de la caisse, hein, l'importance de la caisse, également le contrôle du musicien est tout à fait différent. Hein. Ce que je viens de dire, ce que l'archet, en permanence, c'est vous qui produisez le. Si l'archet s'arrête, le son s'arrête. Hein. Voilà. Alors, un autre petit film, juste pour vous montrer que c'est un peu plus compliqué quand même, toujours en physique. Hein. On donne une première explication, puis après, évidemment, on va plus loin. En fait, ce frottement de l'archet sur la corde va induire également une rotation de la corde. Et si vous regardez ce petit film, ici, vous avez l'archet. Hein, c'est grosso modo 200 crins de cheval. Hein, et vous voyez que évidemment, le mouvement est ralenti. Vous voyez que la corde tourne. L'archet avance, la corde tourne, hop, et elle décroche. Hein, c'est-à-dire que, hop, on a une alternance
adhérence, glissement, adhérence, glissement, adhérence, glissement, et en même temps rotation en fait de la corde. Hein. Alors, le principe physique qui sous-tend en fait l'auto-oscillation de la corde frottée, c'est la variation du frottement, de la friction, ce qu'on appelle. En fait, c'est la friction va varier en fonction de la vitesse relative archet-corde. Et si vous êtes instrumentiste à corde, vous savez que si vous prenez un archet, une corde, ça ne marche pas tout de suite. En fait, il faut mettre sur l'archet ce qu'on appelle de la colophane. Et la colophane va permettre à la fois d'avoir une meilleure adhérence, mais également va permettre à la corde de glisser plus rapidement, en fait. Et le musicien, quand la colophane, il n'y en a pratiquement plus, il le sent tout de suite et il sent bien que la corde, elle ne revient pas à sa position assez vite, donc il ne peut pas jouer. Et si on ne mettait pas de la colophane, qu'est-ce qui se passerait? En fait, on entraînerait la corde, mais bon, cette corde, elle est fixée, donc à un certain moment, ça ferait ça ferait ça, et puis je vous ferai écouter tout à l'heure des exemples sonores où quand le musicien règle mal ses paramètres, on a ces phénomènes-là. Alors oui, je n'ai pas résisté à vous montrer ça pour voir si vous aviez bien suivi. Ça c'est le physicien un peu fou qui étudie la corde frottée. Il se dit, bon, j'ai compris, en fait, qu'est-ce qui se passe en fait? L'archet, il est sur la corde. L'archet, il a une certaine vitesse. Donc, imaginez comme sur une voiture, il voit sa vitesse. L'archet, il va mesurer la vitesse de la corde. Et en fonction de la différence des deux vitesses, il va appliquer une force de friction, suivant une loi particulière qui est liée à la colophane, en quelque sorte, en fait. Alors, le scientifique fou, il prend un instrument, c'est-à-dire une corde, avec un chevalet, voilà, ça c'est notre instrument. Il met un capteur optique qui mesure le déplacement de la corde. Ayant ce capteur optique qui mesure le déplacement, il en tire la vitesse par un petit circuit électronique, et puis il rentre là dans un ordinateur. Alors, vous voyez, c'est vraiment un très très vieil ordinateur. Et puis là, il y a un processeur qui avait été construit, qui à l'époque avait presque battu un record, 125 kHz. Enfin, pour ceux qui connaissent un peu l'informatique, aujourd'hui, évidemment, 125 kHz, ça fait rire tout le monde, en fait. Mais à l'époque, les ordinateurs allaient tellement lentement qu'on a été obligé de rajouter un processeur. Il s'appelait Boris parce qu'il y avait un tennisman, Boris, je ne sais plus qui gagnait tout le temps, je ne sais plus comment il s'appelait, l'allemand, enfin, qu'importe, Boris. Bon, voilà, Boris Becker, c'est pour ça qu'on l'avait appelé Boris. Et donc, sur le terminal, là-haut, on programme la vitesse de l'archet. Le capteur, il mesure la vitesse de la corde. Donc l'ordinateur, il calcule la différence. Et dans la table d'onde de l'ordinateur, on a mis une caractéristique qui traduit la friction et la variation de la friction en fonction de la vitesse relative. Et donc, ayant la vitesse relative, on en tire la force. Et cette force, on va l'appliquer sur la corde en venant... Par l'intermédiaire d'un amplificateur de puissance, on fait passer un courant ici, on met un petit aimant ici, et donc là le courant il passe comme ça, là il y a un aimant, et si vous prenez une corde qui n'est pas aimantable, par exemple en laiton, et à ce moment-là, suivant une loi de la physique F égale BIL, enfin, peut-être certains ça rappelle quelque chose, on va appliquer une force en fait, et donc la corde va se mettre à vibrer. On va avoir une auto-oscillation, ça va tourner, enfin ça va auto-osciller, ça va se mettre en boucle comme ça, et ça va fonctionner comme un archet réel. Alors, bon, j'ai dit c'est le physicien fou, bon, pas tout à fait fou, parce qu'en fait, le physicien voulait étudier
la vibration de la corde. Et il y a des tas de choses qu'on ne connaît pas bien. On met de la colophane, il y a 200 crins, donc les crins ils sont pas tout à fait identiques. Donc il y a plein de phénomènes qu'on ne contrôle pas, tandis que là on met une caractéristique qu'on contrôle parfaitement, qui est assez proche de ce qui se passe dans la réalité, mais elle, on la connaît bien en fait. Alors bon, cet archer, on peut le monter par exemple sur un violoncelle, et on attrape un violoncelliste qui passe, on lui dit voilà, tu n'as pas le droit de jouer de la main droite, c'est un clavier qui joue pour toi, donc on lui coupe le bras, enfin, ou on lui attache le bras, et il fait ça avec son violoncelle. C'est le concerto pour la main gauche, pour violoncelle, quoi. Voilà. Ah, pardon. Alors, voilà. Il fait ça. Il se marre bien parce que... Bon, il se marre bien parce que évidemment, on n'a jamais vu un musicien sur un violoncelliste qui synchronise pas ses deux mains en fait. Il fait toujours ça avec son archet et ça avec son doigt. Donc si on lui enlève une main, c'est vraiment problématique. Mais si vous écoutez, bon, ça ressemble un peu à un violoncelle, ça ressemble à quelqu'un qui joue faux, ça ressemble aussi, quand il y a des violoncellistes, ce qu'ils font remarquer tout de suite, c'est que ça marche, mais ça met beaucoup de temps à démarrer. C'est-à-dire, le son met beaucoup de temps à arriver à ce mouvement d'Helmholtz qu'on a vu tout à l'heure sur le violon, ce mouvement qui était bien cyclique. Ça, c'est le mouvement qu'utilise le musicien, et il cherche à y arriver très rapidement, en fait. Mais là, avec cet archer, on met beaucoup de temps à arriver à ce mouvement, tout simplement parce que la force qu'on applique est trop faible, en fait. Et je disais tout à l'heure, on fait passer un courant et on a un champ magnétique, mais le champ magnétique, on ne pouvait pas prendre un aimant de cette taille-là, donc on a pris un petit aimant, et qui dit petit aimant dit évidemment force plus faible. Pardon ? Contre-réaction. Oui, tout à l'heure. On y reviendra, non Alors, oui, tant que je suis dans les instruments à cordes, et je regarde l'heure aussi, oui, il faut peut-être que j'accélère. Donc, le musicien a des paramètres de jeu, des paramètres de contrôle, et si vous prenez un violoniste, grosso modo, enfin si ça c'est l'archet, qu'est-ce qu'il a ? Il peut bouger la position de l'archet. Enfin, il ne peut pas trop bouger, il ne peut pas jouer au milieu, par exemple. Ça, c'est pas possible pour le violon. C'est possible pour d'autres instruments à cordes, mais pas celui-là. Il peut appuyer plus ou moins fort, et il peut augmenter la vitesse. Grosso modo, il a 3 paramètres. On peut incliner l'archet aussi, mais bon, ça, on laissera de côté. Et en fait, suivant ces 3 paramètres, il va arriver à obtenir le mouvement qu'on recherche, le mouvement de Helmholtz, qui va produire un joli son, en fait. Et ici, ce qu'on voit, c'est qu'en fonction de la position, par exemple, la position par rapport entre le chevalet et la touche, il y a une position à peu près, avec une distance à peu près comme ça sur le violon. En fonction de cette position, en fonction de la force et en fonction de la vitesse, mais s'il se met entre ces deux droites-là, en fait, il va obtenir un son correct. Donc, s'il se met là, vraiment bizarre, ça ne marche pas. Bon. Alors, pourquoi ça ne marche pas ? Ah non. Bon. Bizarre. Bizarre parce que là, les sons sont collés. On
principe, on devrait avoir un son, là, c'est étonnant. Bon. Il y a peut-être quelque chose qui... Bon, ben tant pis. Vous ne ferez pas écouter. Donc, si on se met là, par exemple, on a un son qui est du genre... Hein, ce qu'on peut avoir quand on joue du violon ou du violoncelle, qu'on règle mal ses paramètres. Si on joue ici, on a un joli son, ce que recherchent les musiciens. Et si on joue là, en fait, on a tendance à faire ressortir les harmoniques, en fait. Et donc, on peut éventuellement utiliser cette sonorité, mais la plupart du temps, donc, le musicien se débrouille en fonction de la position pour jouer entre ces paramètres-là, ces deux droites-là. Voilà. Alors, on va changer d'instrument. Le piano, alors, oscillation libre. L'énergie ici est apportée par le marteau, donc le marteau vient frapper la corde. Hein, mais quand on frappe une corde, ça dépend avec quoi on va la frapper. Hein. Alors, j'espère que ça va marcher, mais ce son-là, je peux le récupérer à l'extérieur. Alors, je vais vous faire passer un petit test. Vous allez me dire quel est cet instrument. Clavecin. Vous avez le droit de dire autre chose, hein. Bon, on n'entend pas très bien, hein, mais pas de clavecin. Et maintenant, c'est assez facile, hein. Bon, ben vous avez clavecin, c'est tout faux. C'est piano. Mais c'est ce qu'on appelle le forte piano. Hein, c'est 1700, je sais plus, 1730, quelque chose comme ça. C'est le clavecin a précédé le piano. Et puis un jour, quelqu'un a dit, mais au lieu de pincer la corde, ce qui est le cas avec le clavecin, on va frapper la corde. Parce qu'on reprochait au clavecin de... Bon, je simplifie, hein, il y a peut-être des gens qui ne vont pas être d'accord avec moi, mais bon, on reprochait de pouvoir faire suffisamment de nuances. Un piano forte, en fait. Donc on s'est dit, en frappant la corde, on pourra peut-être frapper doucement et frapper plus fort. Donc on pourra faire des nuances, beaucoup plus de nuances. Donc Cristofori à Florence, le premier, enfin on pense que c'est lui, a créé cet instrument. Mais qu'est-ce qu'on savait faire à l'époque? On savait faire des clavecins. Donc il a pris une caisse de clavecins. Hein, si on regarde, voilà celui qu'on trouve à New York, là, le forte piano New York, et puis bon, le piano moderne, on pourrait dire, d'aujourd'hui. Il a pris une caisse de clavecins et il a mis des mécaniques de piano. Hein, et alors, sur le piano, en fait, à la différence des instruments à auto-oscillation, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que non pas on pince pas, mais on frappe et puis on laisse faire. Donc après, la corde, là où les cordes vibrent, échangent l'énergie aux extrémités avec la caisse. Et là, c'est une caisse un peu de clavecin, en fait. Hein, donc, dans ces instruments de type piano, on a l'attaque, le son immédiat et puis le son rémanent. Et le son rémanent, c'est vrai qu'il se rapproche un peu du clavecin. Le son immédiat, ce que je disais tout à l'heure, c'est comment vous frappez, avec quoi vous frappez. Hein. Imaginez, vous prenez une corde, enfin vous prenez votre piano, vous prenez une balle de ping-pong, vous la lâchez sur les cordes. Toum, vous avez un son. Hein. Vous prenez une boule de billard, vous avez un son différent. Vous prenez une boule de pétanque, c'est certainement déconseillé, mais vous imaginez, suivant la façon dont vous allez frapper, vous allez avoir un son complètement différent, en fait. Hein. Et là, à l'époque de Cristofori, en fait, ce n'était pas avec ça. C'est-à-dire, ça, ce sont les marteaux actuels, en fait. Hein. Et si je fais ça, hein, vous entendez, c'est pas mou quand même. Hein. Si je vous tape sur la tête avec ce marteau-là, vous allez avoir mal, en fait. Hein. C'est du feutre, mais du feutre solide. Alors qu'à l'époque, c'était pas du tout le cas, en fait. Voilà, alors je reviens. Oui, ce que j'ai voulu montrer ici aussi, c'est que vous frappez
sur la corde, et j'aurai pas trop le temps d'en parler, mais pour le piano actuel, vous frappez souvent, pour une note, vous frappez sur 3 cordes en fait. Si vous ouvrez votre piano, vous verrez, vous partez de l'aigu, 3 cordes, 3 cordes, 3 cordes, 3 cordes, puis à un moment vers le bas, 2 cordes par note, et puis tout à fait vers le bas, 1 corde par note. Donc on frappe sur 3 cordes. J'aurai pas trop le temps d'en parler, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure pour les questions, mais ce qu'on voit ici, c'est que la masse des marteaux et la masse des cordes n'est pas la même, c'est-à-dire le rapport entre ce qui frappe, qui apporte l'énergie, et ce qui résonne n'est pas le même. Donc, dans l'aigu, le marteau est plus lourd que les cordes, et dans le grave, le marteau est plus léger que les cordes. Donc, on pourrait dire, dans l'aigu, le marteau, il fait ça, pof, et il rebondit, tandis que dans les graves, il reste pendant longtemps en contact avec la corde, et puis il rebondit. Et si vous regardez cette courbe-là, en fait, ça traduit pour les différentes notes, donc des notes graves aux notes aiguës, le temps de contact du marteau. Dans l'aigu, le marteau reste longtemps en contact avec les cordes, en fait. Et bon, vous avez tous remarqué que sur les pianos, dans le grave, on a un son qui dure longtemps aussi. Enfin, il y a plein de différences entre le grave, le médium, l'aigu. On ne parlera pas de l'aigu du piano parce que c'est assez catastrophique en général. Dans l'aigu, bon, on entend quelque chose, les musiciens, les compositeurs utilisent le piano, mais quand vous jouez des notes comme ça à la suite dans l'aigu, en fait vous avez du bruit et éventuellement, si vous êtes musicien, vous dites c'est peut-être un do, c'est peut-être un ré, c'est peut-être un mi. Il y a beaucoup plus de bruit que de composantes harmoniques en fait. Voilà, alors j'accélère quand même. Oui, alors ça aussi c'est un phénomène qu'on retrouve souvent sur les instruments, c'est-à-dire que quand on veut jouer fortissimo, on n'a pas la possibilité de bouger, de tourner un bouton de volume comme sur les amplificateurs, donc il faut trouver des astuces. Et soit par exemple on peut changer la position de l'archet, des choses comme ça pour le violon. Enfin, pour le piano, ce qu'on remarque, c'est que quand on tape pianissimo, mezzo forte ou fortissimo, le son n'est pas le même en fait. Là, on pourrait dire la couleur du son, et le physicien dirait le spectre en fait, les composantes spectrales du son. Ici, vous avez pour 3 nuances les composantes, les 12 premières composantes ici avec leur amplitude. Et bon, tout ça, on l'a normalisé de telle sorte à pouvoir le comparer, mais on voit que le spectre n'est pas du tout le même. Ça veut dire que quand on joue fortissimo, il y a une distorsion qui se passe. C'est distordu, il y a un phénomène non linéaire. Si c'était linéaire, on devrait trouver le même spectre, mais plus élevé, décalé vers le haut. Ça s'est joué plus fort. Et là, on se rend compte que c'est décalé vers le haut, mais c'est en même temps distordu. Ça veut dire que quelque part, il y a une non-linéarité, et la non-linéarité sur le piano, c'est ce feutre en fait. Ce feutre, quand on appuie dessus, il ne se comporte pas de manière linéaire. C'est-à-dire si vous appuyez 2 fois plus fort, il ne va pas se déformer exactement 2 fois plus fort. Et voilà, je vous ai montré ici ce qu'on appelle la compression 10-4 mètres du feutre en fonction de la force qu'on va appliquer. Et ça, c'est pour les différentes notes du piano. Et on voit qu'il y a une non-linéarité. Enfin, excusez-moi, j'emploie parfois des termes, je ne sais pas si ça parle pour tout le monde, mais on voit que ce n'est pas linéaire en tout cas. Et on voit aussi qu'il y a un phénomène d'hystérésis, c'est-à-dire que le feutre, c'est un peu comme la mie de pain, c'est-à-dire vous appuyez et ça ne revient pas tout de suite à la position. Voilà. Et ça explique les différences de couleurs pour le piano quand on joue pianissimo et fortissimo. Alors, je voulais vous montrer, ça c'est un film qui a été réalisé par les collègues à la Cité de la Musique, où vous avez les marteaux, non pas le marteau actuel, mais je ne sais plus très bien de quelle époque, enfin, certainement 1800 et quelques. Vous avez une corde ici, et vous allez voir, le marteau va venir frapper.
Vous voyez comment il se... Puis même il reste en contact, il rebondit. Bon, évidemment, ce feutre-là n'a rien à voir avec ces couches de feutre, hein, c'est très différent. Et donc, évidemment, ces pianos avaient des sonorités différentes. Hein. Si vous allez à la Cité de la musique, au musée, vous pourrez écouter plusieurs pianos et vous verrez qu'effectivement, ça change beaucoup. Bon, ça je passe. C'est aussi un instrument à cordes frappées, un cymbalum. Hein, vous avez peut-être vu un cymbalum. Ça aussi, c'est cordes frappées. Mais vous voyez, c'est frappé à la main, on pourrait dire. Hein. Bon, je passe. Oui, je voulais vous montrer cet instrument, non pas parce qu'il est exotique, mais cette corde qu'on a vue tout à l'heure dans le film. Il y avait l'onde qui se propageait, qui arrivait à l'extrémité, qui était réfléchie. Ici, cet instrument-là, le tempura, en fait, il a un chevalet arrondi. Il a un chevalet arrondi, et le fait d'avoir un chevalet arrondi fait que la corde, en fait, quand elle vibre vers le haut ou vers le bas, elle a une terminaison qui varie, en fait. Elle n'a pas une terminaison fixe. Et alors, ça a une particularité, c'est que ça piège des petites ondes qui, de temps en temps, sont lâchées par paquets. Et si vous écoutez le tempura, si ça marche, c'est une corde pincée, mais on dirait une corde pincée frottée. Enfin, c'est vraiment bizarre. Ça, c'est lié au fait que le chevalet, il est arrondi, en fait. Donc vous voyez, si vous faites des chevalets très très complexes, ça peut donner des choses très différentes. Sur le piano, si vous êtes curieux, si vous regardez les notes du registre aigu sur la plupart des pianos, hein, il y a un truc qu'il ne faut jamais faire, mais les fabricants de pianos l'ont fait, la fixation des cordes n'est plus entre deux pointes, on pourrait dire, mais la corde passe sous le cadre. Et le cadre, il est arrondi, et c'est le cadre qui joue de point de fixation. Et là, c'est pareil, on a un phénomène un peu bizarre, en fait. Hein, bon. Oui, mais là enfin, c'est plus une position fixe, en fait. C'est comme si la corde était plus ou moins longue, en fait. Hein. Alors, par exemple, je vous ai montré ça, un petit dessin. Suivant la terminaison de la corde, hein, à droite la corde elle est fixe, imaginez on a un gros bloc en béton. Par contre à gauche on a une terminaison qui est, on pourrait dire, qui est résistive en fait, et qui est en sombre et qui coulisse sur un axe sans perte. Et en fait ce type de terminaison fait que vous voyez que la corde elle est plus courte en fait, elle est ici. Alors que sa longueur réelle, elle est là. Donc la fréquence de la corde va augmenter. Si maintenant vous prenez un autre type de terminaison avec un ressort, vous vous rendez compte en fait que la corde elle est plus longue. Donc la fréquence de la corde va augmenter. Hein. Donc suivant ce que vous allez mettre au bout, un chevalet de violon, une caisse particulière, enfin, vous allez changer un peu la longueur de la corde. Donc ça va poser évidemment des problèmes. Hein. Et alors il y a un cas qui est bien connu des violoncellistes, de tous les instrumentistes à cordes, mais c'est surtout crucial sur les instruments graves. C'est parfois sur le violoncelle, dans le grave, il y a une note, on n'arrive pas, elle roule, enfin, ça ne fait pas tout à fait ce même bruit, je vous le fais écouter. Ouais, le musicien, il n'arrive pas à maintenir la note. Alors il peut changer la position, il peut tricher. Bon, hein. Et en fait, ça c'est lié à un mauvais couplage. C'est bien connu des violoncellistes. On appelle ça la note de loup. Alors certains disent c'est loup pour louper, et d'autres disent c'est loup parce que les anglo-saxons ils disent wolfton, le son du loup. Bon, enfin, c'est pas grave, mais en tout cas la note elle fonctionne pas. C'est parce qu'il y a un mauvais couplage entre la fréquence de la corde et une résonance de la caisse.
Et donc, soit on rajoute quelque chose, soit on change le violoncelle. Enfin, on rajoute parfois des petites masses sur la partie morte de la corde. Enfin, mais c'est un phénomène qui illustre bien le fait que, suivant la terminaison, en fait, vous pouvez avoir des surprises et votre corde, elle vibre mal, en fait. Bon, un petit peu sur les instruments avant, trompette, clarinette basse, flûte. Donc là c'est des ondes longitudinales, hein, à l'intérieur, et c'est des auto-oscillations, hein, mais c'est mis en vibration de manière différente, en tout cas pour ces trois instruments. Là, ce sont les lèvres qui vont mettre en vibration, elles vont s'ouvrir et se fermer, en relation avec ce qui se passe dans le tuyau. C'est-à-dire quand il va y avoir une onde qui va se propager dans le tuyau, qui va être réfléchie à l'extrémité, elle va revenir et les lèvres vont s'ouvrir. Et ça va permettre d'envoyer de l'énergie. C'est une auto-oscillation du même type que la corde frottée, mais évidemment différente. Là, c'est l'anche simple de roseau qui va s'ouvrir et se fermer, suivant comment le musicien va souffler et suivant ce qui va se passer dans le tuyau. C'est-à-dire l'onde dans le tuyau va piloter l'ouverture ou la fermeture de l'anche. Et là, c'est la flûte. Là, c'est vraiment un cas particulier où c'est un jet d'air qui sort ici, qui va aller sur le biseau, il va aller à l'extérieur et à l'intérieur, suivant l'onde qui se passe ici, qu'il y a dans le tuyau, en fait. C'est vraiment des phénomènes complètement différents. Alors, pardon, oui, voilà les lèvres d'un tromboniste, c'est stroboscopé, hein, c'est une embouchure, une sorte d'embouchure transparente comme ça, et hein, bon, c'est pour moi un tromboniste qui n'est pas du Conservatoire de Paris, en fait. Hein. Ça se voit parce que au Conservatoire de Paris, on n'apprend pas à faire vibrer les lèvres de cette manière-là, en fait. Vous imaginez que suivant la façon dont on va faire vibrer ces lèvres, on va avoir un son différent et on recherche pas. Tout le monde ne recherche pas le même son. Celui qui joue dans l'orchestre classique, celui qui joue dans l'orchestre baroque, celui qui joue dans le jazz, celui qui joue dans la variété, il ne recherche pas la même façon la même sonorité. Donc il va faire vibrer ses lèvres de manière différente. Hein. Mais vous voyez le mouvement régulier en fait. Hein. Là, je vous ai mis ici, c'est l'anche de. Pardon. Non, voilà, c'est l'anche de hautbois. C'est pas une anche simple, c'est une anche double. On a mis, c'est dans une bouche à souffler, et on a mis une éponge autour. Et voilà, je peux vous mettre un peu. Pardon, excusez-moi. Hein, vous voyez, évidemment, c'est ralenti aussi, stroboscopé, hein, mais. Hein, et puis là, je vous ai mis un petit exemple de flûte. Alors, ça ressemble de très loin à une flûte, c'est une flûte à bec. Vous avez l'air qui va arriver ici, le biseau, et ça c'est la flûte en fait qui continue par là. Hein, et c'est stroboscopé avec une technique particulière où on injecte du gaz. Vous voyez ici, on arrive à visualiser ce qui se passe. Hein, et vous voyez qu'en principe, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Bon, là, suivant la stroboscopie, on a l'impression que ça passe plus de temps dehors que dedans. Hein, mais ça, c'est une question de comment vous réglez votre film. C'est un vieux film, je suis désolé, mais il y a des collègues à l'université Pierre et Marie Curie. Il y a un laboratoire qui est spécialisé sur la flûte et ils ont de très beaux films, mais j'ai pas eu le temps de leur en voler un, en fait. Hein, mais ça, vous voyez un peu également le départ de tourbillon qui va générer du bruit. En fait, c'est cette oscillation de l'air qui va, quand elle va rentrer dans le tuyau, paf, elle va faire propager une onde. L'onde va revenir et hop, elle va faire sortir le jet à l'extérieur et ainsi de suite. En fait, il va y avoir cette alternance. Voilà. Oui. Ah oui. Hein, si c'était un la du piano à 440, ça serait 440 fois par seconde, mais on verrait pas grand-chose en fait. Alors, tout à l'heure j'ai parlé des nuances fortées, j'ai donné l'exemple du trombone. Hein.
là, ce qu'on visualise avec des techniques pareilles de Schlieren, c'est une onde de choc dans le trombone. Bon, il ne faut pas le dire aux musiciens, sinon ils ne voudront plus jouer. Mais les trombonistes, quand ils jouent fortissimo, fortissimo, ça veut dire vraiment, hein, enfin, il vaut mieux que le pavillon soit orienté de notre côté parce que c'est vraiment fort. Ben, vous avez à l'intérieur une propagation qui se fait non plus de manière linéaire, mais non linéaire, c'est-à-dire que la partie haute de l'onde se propage différemment que la partie basse, et ça va petit à petit engendrer ici ce que vous voyez, une onde de choc que l'on a pu visualiser ici, que mes collègues ont pu visualiser. C'est pas... Ah non, non. Non, enfin bon, oui. Tout à l'heure. Je peux continuer encore un peu? C'est bon? Non? Allez. Oui, les percussions, j'ai pas dit grand-chose sur les percussions. Hein. Comme je disais, il y a tellement d'instruments. Bon, là c'est la caisse claire, là c'est la timbale. En fait, généralement, vous avez une membrane, elle a plein de modes de vibration. Et généralement, quand vous tapez sur une membrane, vous n'avez pas une note, parce que ces différents modes de vibration ne sont pas en relation harmonique, en fait. Et on a vu tout à l'heure que pour la cloche, les fabricants de cloches s'arrangeaient pour que ces modes aient une certaine relation harmonique, donc à l'octave, à la quinte, à la tierce mineure, ce qui n'est pas terrible, mais ils ne pouvaient pas faire mieux. Et sur certains instruments, en fait, l'ingéniosité des musiciens, ce qui est incroyable. Et alors, je ne prends pas le cas de la timbale, je prends ce cas-là, c'est le tabla. Hein. On a créé une membrane différente suivant qu'on tape, suivant qu'on soit au milieu ou sur le côté, en fait. On a chargé la membrane. Alors, on m'a dit qu'à l'origine, c'était du riz. Alors moi je pense que c'est un jour quelqu'un en cuisinant, il a dû tomber du riz sur sa membrane en mangeant, et puis tout d'un coup il a tapé, il a dit « Ah, ça fait un son différent ». Bon, ça c'est certainement pas comme ça, mais donc si on charge la membrane ici, en fait, ça va faire que certains modes vont se mettre en relation harmonique et on va avoir l'impression, enfin, on aura l'impression de reconnaître une note, en fait. Hein. Et alors, si vous prenez le cas du tabla, par exemple, suivant l'endroit où le musicien va taper, là, vous reconnaissez une note, en fait. Hein, suivant là où il tape, en fait, de temps en temps, il y a une note. Alors, il y a un autre instrument qui est assez étonnant, et dans l'orchestre, les compositeurs le écrivent avec des notes, c'est la timbale en fait. La timbale, c'est une membrane, mais quelqu'un a eu l'idée un jour de mettre ce fût dessous, là, qui a une charge d'air, et cette charge d'air va faire que certains modes vont se mettre en relation un peu harmonique, et donc quand on va taper sur la timbale, ce qui est le cas ici. Enfin, je ne sais pas si l'exemple est bien choisi. Alors, on reconnaît un peu une note en fait. Hein. Hein. Bon, bon. En tout cas, le compositeur, sur la partition, il va mettre une note. Hein. Là, il y a plusieurs timbales, hein. Alors évidemment, il y a plusieurs notes. Hein. Hein. Par exemple, à la différence de la grosse caisse, quand vous regardez la grosse caisse, le compositeur, il note grosse caisse, grande grosse caisse, vraiment basse, petite grosse caisse, moyenne grosse caisse. Hein, si vous prenez les partitions de Prokofiev, par exemple, il précise ça, mais il précise jamais une note. Tandis que la timbale, vous avez carrément des notes, en fait. Alors, si vous prenez une membrane, comme ça, ici, vous allez avoir des lignes nodales, des cercles nodaux, suivant la façon dont c'est fixé. Et sur la gauche, ici, ou ici, j'ai représenté une sorte d'animation un peu de ces modes. Hein, vous voyez ce mode-là, on pourrait l'appeler là, le mode trampoline, en quelque sorte. Hein. La membrane, elle fait ça, en fait, le premier. Là, hein. Et
on n'arrive pas à le voir, mais il y a des relations de fréquence entre ces modes, et on s'aperçoit que le musicien, en tapant à un certain endroit et en mettant sa membrane sur un fût chargé d'air, en fait, il va obtenir un semblant de notes, il va arriver à avoir des notes. Hein. Et voilà, par exemple, ça c'est théorique, et ça c'est ce qu'on arrive à mesurer sur une timbale en mettant de la limaille de fer, par exemple, et en faisant vibrer la membrane avec un petit excitateur. On arrive à retrouver ces différents modes. Hein. Alors, si vous connaissez un peu la timbale, vous savez on peut l'accorder, donc il y a des points où on tire dessus comme ça, et c'est pas facile à accorder. Et quand c'est bien accordé, ça donne des belles courbes comme ça, mais quand c'est moi qui l'accorde, c'est pas très joli. Voilà, là, c'était une expérience rapide en fait où on a changé le volume d'air en introduisant, je crois, de l'eau ou du sable. Et ça montre en fait que ces modes ici qui sont de ce côté, que le musicien va utiliser, ici ils n'avaient pas de relation, pardon, ici ils n'ont pas de relation harmonique et ici ils ont une relation harmonique. C'est-à-dire qu'on a trouvé un volume d'air qui fait que l'air contenu charge la membrane et fait qu'on a quelques notes qui sont en relation harmonique. Hein. Voilà. Oui, ça j'ai parlé au début de ces instruments, la cymbale, le gong. Vous connaissez peut-être ces instruments-là. Hein, ce sont des gongs chinois en fait. Ça peut descendre ou monter. Là ça monte, j'ai mis les deux en route en fait. Et en fait, c'est cette forme du gong avec des angles, vous voyez un peu, il y a des angles comme ça qui fait que il va y avoir des phénomènes non linéaires en fait qui vont faire que la fréquence émise quand on va taper, elle va monter ou descendre en fait. Ça fait des effets très particuliers. Et puis là j'ai pas mis l'instrument, mais c'est le tam-tam. Le tam-tam, dans l'orchestre, c'est pas le tam-tam africain en fait. Hein. C'est un gong assez plat, mais qui est très riche. Ah. Bon, il veut pas jouer. Bon, c'est pas grave. Voilà. Alors, un petit mot. Je continue un peu. 5 minutes, hein, d'accord. Le rayonnement, très rapidement en fait. Le rayonnement, donc j'en ai parlé au début en fait. Hein, donc les instruments ne rayonnent pas comme des haut-parleurs. Mais si vous prenez un trombone, c'est un pavillon, ça rayonne que par le pavillon. En fait, vous allez vous rendre compte qu'en basse fréquence, ça va rayonner partout, et en haute fréquence, ça va avoir tendance à rayonner dans l'axe. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ici ? On fait jouer un trombone dans une chambre anéchoïque. C'est une chambre qui absorbe tout au niveau des parois, et on met un microphone devant. Le musicien joue comme ça, puis comme ça, le microphone ne bouge pas, puis comme ça. Hein, et vous allez entendre l'effet du rayonnement. De face. Hein, allez, de face. Pi sur 4. Il tourne. Vous voyez déjà la différence de niveau et de couleur aussi. Et maintenant, pi sur 2. Pi sur 2. Ah, vous voyez, il y a un rayonnement, même pour un instrument aussi simple que ça, il y a un rayonnement qui change beaucoup en fait sur la direction, mais on ne joue jamais dans des chambres anéchoïques, heureusement. On joue toujours dans des salles où il y a des réflexions, et donc ça, évidemment, ça compense, on pourrait dire. Pareil pour le saxophone, je passe très vite. Suivant les fréquences, le saxophone, suivant les trous qu'on va ouvrir, on va hein, comme vous pouvez le voir ici. Bon, je passe juste. Et puis juste un petit mot sur le contrôle des instruments. Je voulais prendre le cas du violon. Comme je vous disais, en fait, le musicien peut contrôler la vitesse, la force, il appelle ça la pression ou la position de l'archet. Alors on peut les mesurer en mettant des capteurs sur le musicien.
avec ce qu'on appelle des motion captures, des captures de mouvement. On utilise beaucoup ça pour le sport. C'est assez rare pour la musique, mais pour le sport, c'est beaucoup utilisé. Donc, on met des pointeurs et on a développé un capteur qu'on met sur l'archet qui permet de mesurer ce qui se passe au niveau du contact. Et alors, pour finir, alors voilà ce que ça donne. Ça, c'est un vrai musicien. Évidemment, avec les capteurs, on éteint et on enregistre. Voilà, et à partir de là, en fait, on peut analyser. Alors, oui, je ne sais pas pourquoi ça ne marchait pas ce film, mais je l'ai ici. On peut analyser ce que fait le musicien, et ça c'est très intéressant pour la pédagogie, par exemple. Alors, je vous montre juste le dernier. C'est le dernier. Player, voilà, je crois que c'est celui-là. Non, pardon, alors c'était l'autre. Bon. Hop, c'est beau mouvement, voilà. Et ici, on a analysé ce que fait l'archet. Donc, vous reconnaissez ici l'archet, l'inclinaison de l'archet, la position de l'archet sur la corde. Pareil ici. Et là, on va tracer, en fonction du temps, la force exercée. Et puis là, on combine la force et l'inclinaison. Juste, je vous montre ça, le dernier. Voilà. Voilà, ça, enfin, je suis passé un peu vite, peut-être je peux peut-être vous le repasser. Voilà. Il y a des jolis 8. Voilà. Ah, on va plus s'arrêter. Voilà. Je suis désolé, là j'ai poussé un peu le... C'est pas grave. Alors merci beaucoup. Alors y a-t-il des questions? Ah, voilà, une question ici. Une toute petite question, s'il vous plaît. Le dernier violon là, dans Bach, c'était un Guarneri? Non, vous avez peut-être eu une question qui est sous-jacente là-dessus, non? Non, là, c'est enregistré, bon, c'est mal diffusé, moi. Non, je crois que c'est un violon normal. Par contre, c'est un bon violoniste. On a pu remarquer, en fait, le contrôle du violoniste. C'est assez impressionnant ce qu'arrivent à faire les musiciens en général, pas que les violonistes, mais et quand on voit la reproductibilité, par exemple, des courbes, c'est assez incroyable, en fait. Oui, excuse-moi. Donc, ce qui voudrait dire que deux musiciens qui auraient le même mouvement d'archet donneraient la même qualité de son. S'ils font le même 8 aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale, on voyait à un moment donné... Oui, le même violon, et s'ils le tiennent de manière identique, parce qu'il y a quand même une tenue qui peut un peu influencer quand même les mais oui. D'accord. Oui. Ah oui, on a fait des comparaisons, par exemple, il y a un violoniste que vous connaissez peut-être, c'est David Grimal, qui s'amuse de temps en temps comme ça, surtout avec les scientifiques, à faire des imitations de violonistes en fait. Il est capable d'imiter David Oistrakh, Shlomo Mintz, il y a ça Eiffest en fait. Et c'est intéressant de voir que suivant comment vous allez attaquer la note, suivant comment vous allez appuyer, si vous jouez en vitesse ou en pression, en fait vous avez des sonorités complètement différentes. Et lui est capable justement d'imiter des violonistes. Un jeu de violoniste. Oui.
Concernant des flûtes, j'ai entendu dire par des gens que la paroi, enfin le métal ne comptait pas, que c'était que la vibration de la colonne intérieure. D'autres disent si, c'est très différent, suivant la composition du métal, le son n'est pas le même. Alors, que penser? Ça, c'est toujours... oui. Si les flûtes sont parfaitement identiques, ce qui est souvent difficile à réaliser, parce que vous ne travaillez pas le bois, le métal, l'or, l'argent de la même manière, en fait. Et, théoriquement, ça doit très très peu changer, en fait. On voit pas... Il y a peut-être des effets thermiques un petit peu, mais assez faibles. Par contre, quand on fabrique une flûte à or, généralement on passe beaucoup plus de temps parce qu'on va la faire payer beaucoup plus cher. Et donc il y a des petites choses sur les flûtes ou sur les instruments, vous allez modifier un petit peu comme ça, hop, ça va changer beaucoup de choses en fait. Et à part des effets thermiques, à part des effets aussi de contact en fait, de toucher, le musicien, bon, il a son instrument, à part ces problèmes-là, enfin, ça a une importance mais très très faible en fait. Et sur les tuyaux d'orgue aussi, alors évidemment ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas que le tuyau vibre en fait. Il y a un exemple bien connu où un tuyau d'orgue était trop faible et c'est un peu comme la note de loup pour le violoncelle. Enfin, il y a un couplage qui se fait entre l'onde longitudinale et les parois et à ce moment-là ça perturbe. Hein. Il y a un collègue qui est tromboniste qui fait souvent des démonstrations, enfin un collègue acousticien tromboniste, il a un tuyau d'arrosage, il met une embouchure et un entonnoir au bout, et s'il se cache derrière un drap par exemple, et s'il joue, vous allez dire oui c'est du cor ou c'est du trombone en fait. Hein, mais si le tuyau d'arrosage est trop faible, si vous faites quelque chose de trop mou, à ce moment-là ça va perturber effectivement. Et ça c'est encore un peu ouvert. C'est sûr qu'il y a des phénomènes liés à la vibration des parois, mais c'est pas important en fait. C'est beaucoup moins important que ce qu'on appelle la perce en fait. Oui. Ah, je crois. Oui. Alors c'est une question très courte. Au début, donc vous avez parlé dans la classification que vous avez présentée des instruments aérophones, chordophones, et puis vous avez parlé aussi de idiophones et membranophones. Je pense que ça renvoie peut-être aux percussions. Est-ce que vous pourriez simplement expliquer très brièvement ce que c'était que idiophone et membranophone? Oui, il vous faut aller voir l'exposition, hein, c'est ça, non? Ou je crois que... non. Alors, dans l'exposition, on n'a pas tout à fait repris cette classification qui est à l'origine reprise par le concepteur de l'exposition oui. Quand il présente tous ces instruments, quand il les propose, parce qu'en fait, les instruments qui sont dans l'exposition Bazar à son sont une infime partie de tous les instruments que le concepteur a fabriqué, et lui, il les classe selon cette même classification. Mais nous, dans l'exposition, on n'a pas repris ça. Et du coup, il y a des petites différences. Par exemple, pour un des instruments, il était classé dans la partie vent pour le concepteur, et nous, on a préféré la mettre dans la partie percussion, parce qu'on n'a pas retenu les mêmes critères de classification pour notre présentation à nous. Ou pour nous, un instrument à vent, c'est un instrument dans lequel on souffle, dans lequel il y a du vent. Et donc, un tube sur lequel on tape ne pouvait pas en faire partie. Mais par contre, si on reprend la classification sur laquelle vous voulez avoir des précisions, là, ça pourrait ça pourrait rejoindre l'exposition. C'est toujours problématique, enfin, des classifications, parce que, bon, en principe, les percussions, on tape, mais il y a des percussions aussi où on frotte avec des archets, ou avec les mains, tout ça, où les maîtres, enfin, nous, acousticiens, plutôt, on regarde les phénomènes physiques, en fait, on dit frottement, alors on peut frotter une corde, on peut frotter une plaque, oui. Oui, c'est assez difficile. C'est une classification qu'on peut toujours remettre en question, quoi.
Oui, bonjour. Vous nous avez dit qu'on pouvait, qu'on pouvait essayer de chercher des raisons physiques d'avoir des bons instruments, des mauvais instruments. Est-ce qu'on peut quantifier la qualité d'un instrument? Ah, c'est vrai que je n'en ai pas parlé. Oui, oui, oui. Alors ça évidemment, c'est un débat, surtout sur les instruments à cordes, parce que ça n'existe pas. Enfin, ça existe aussi sur les guitares, mais par exemple, les guitares de Stradivarius, il a fait des guitares Stradivarius, mais personne n'en veut, parce qu'on ne joue plus ces guitares-là qui correspondent plus à rien, en fait. Et alors, indépendamment du prix, donc tout à l'heure vous parliez de Guarneri ou d'autres facteurs, on ne va pas parler du prix, mais si on regarde les instruments, il y a le côté, évidemment, il y a le côté sonorité, et personnellement, moi je pense que les auditeurs, nous en tant qu'auditeurs, on ne peut pas faire la différence entre un mauvais instrument et un bon instrument. Enfin, sauf évidemment si c'est une casserole, enfin je sais pas, si on prend un piano désaccordé où le marteau ne tape pas, bon, évidemment ça on va le remarquer tout de suite. Mais si on prend prenons l'exemple du violon, un mauvais violon et un bon violon, si on a un très bon violoniste et qui n'a pas le choix parce que c'est son violon, il est mauvais, mais ça a été le cas plusieurs fois à des concours. Je me rappelle à Paris, il y avait un violoniste roumain qui a eu le prix, il jouait magnifiquement bien, et un grand luthier qui était dans le jury, il est allé le voir après. Puis quand il a vu son violon et quand il a commencé à jouer un peu avec son violon, c'était pas une casserole, mais c'était vraiment un très mauvais violon en fait. Alors les instrumentistes, eux, ressentent ces choses-là, c'est-à-dire qu'ils ont, dans les paramètres de jeu, vous voyez, ils ont des plages plus ou moins grandes, c'est-à-dire il y a des choses qu'ils peuvent faire quand ils ont une vitesse d'archer, une position, une force. Parfois ils peuvent recommencer une note ou obtenir ce qu'ils veulent. Parfois, ils ne peuvent pas, en fait. Et il y a ce qu'on appelle aussi les seuils d'oscillation. Il y a des instruments où il faut soit appuyer plus fort, ou frotter plus fort, ou souffler plus fort pour obtenir le son. Il y en a d'autres, le seuil est très bas, en fait. Et l'ambitus est très grand, en fait. Donc, il faudrait représenter ça dans un nuage. Ce sont des choses sur lesquelles on commence à y travailler de manière un peu objective, en fait. Alors, sur les instruments avant, je dirais que c'est un peu plus simple. C'est un peu plus simple parce que c'est la colonne d'air, évidemment le système excitateur, mais par exemple pour un trombone, c'est les lèvres, ça c'est le musicien, donc c'est son problème. Mais l'instrument, il a des résonances, et ces résonances, il faudrait qu'elles soient en relation harmonique pour que ça marche bien. Donc ça veut dire que peut-être il faudrait modifier un peu le pavillon, ceci, cela. Dans les instruments, il y a toujours un compromis, parce qu'on veut qu'ils jouent beaucoup de notes, et donc il y a des compromis. Par exemple, c'est bien connu pour la clarinette, s'il y a des clarinettistes ici, vous le diront, il y a des notes parfois, on ne peut pas faire grand-chose en fait. Elles ne sont pas très justes, ou on ne peut pas... Ce qui est important aussi dans les instruments, on ne peut pas bouger un petit peu autour de la note en fait. Si l'instrument était très juste en fait, on serait trop prisonnier de l'instrument, comment dire en fait. On aurait des résonances peut-être trop importantes, et l'instrumentiste il pourrait pas bouger en fait. Ce qui est pas bien musicalement, parce que le musicien il a de temps en temps besoin peut-être de jouer pas faux, mais de bouger un peu l'intonation à côté, vers le haut, vers le bas en fait. Donc ça, ce sont des choses qu'on regarde. Mais sur la qualité, par exemple, moi je prends souvent l'exemple des voitures. Si je vous posais la question, qu'est-ce que c'est que la qualité d'une voiture, je suis sûr que quelqu'un me répondrait, mais ça dépend ce que vous faites avec. Si c'est pour se garer dans Paris, et si vous êtes seul, vous n'avez pas besoin d'avoir un gros 4x4, peut-être un 4x4 si vous faites de la piste, je sais pas, des choses comme ça en fait. Et sur les voitures, par exemple, on peut avoir la consommation d'énergie aussi, ce qu'on peut retrouver au niveau des musiciens. Il faut vraiment, en permanence, il faut vraiment, il est difficile à jouer, il y en a qui sont plus faciles à jouer. Il y a aussi cette histoire de démarrage, quand je disais
tout à l'heure, par exemple pour la corde frottée, ben, hop, les notes démarrent facilement en fait. Parfois, eh bien, il faut beaucoup de temps, donc il faut appuyer un peu plus, ou des choses comme ça en fait. On essaie d'objectiver un petit peu ça et d'aider un peu les facteurs d'instruments en fait. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, je voudrais savoir si la caisse du piano, quelle importance a-t-elle dans la sonorité? Enfin, elle diffuse mieux quand c'est grand? Oui. Alors, la caisse, on peut dire, c'est la table d'harmonie. C'est la table d'harmonie sur laquelle sont posés les deux chevalets. Et comme les cordes diffusent très peu de son, donc on a rajouté une surface beaucoup plus importante. C'est cet exemple-là, le diapason par exemple. Là, vous n'entendez rien. Et puis si je fais ça, vous l'entendez un peu plus. Si je fais ça, vous entendez un peu plus. Donc on a mis une surface plus grande, mais cette surface, pour le piano, par exemple, si vous prenez le piano à queue, elle n'est pas assez grande. Elle n'est pas assez grande, c'est-à-dire qu'elle n'amplifie pas les premières résonances des notes graves, par exemple. Mais on ne peut pas faire un piano énorme. Bon, il faut bien qu'il rentre chez soi. Donc, c'est pas encore parfait, on pourrait dire. Et si vous regardez les composantes du son des notes graves, en fait, vous verrez que les premières composantes du son, elles sont très très faibles sur le piano, en fait. Mais comme il y en a beaucoup, donc ça compense en quelque sorte, en fait. Et les pianos de concert sont-ils plus grands encore? Non? Oui, c'est bien meilleur, mais c'est comme on descend très très bas en fait, vraiment, l'étendue du piano est énorme en fait. Il faudrait une surface beaucoup plus grande, ou alors il faudrait faire ce qu'on appelle des tables d'harmonie actives en fait. Ce sont des choses qui pourraient se développer dans les années futures, où on aiderait avec des sortes de vibrateurs, en fait. On aiderait la table d'harmonie à mieux vibrer dans les basses fréquences. On utilise ça sur les amortisseurs de voitures, par exemple. Dans l'industrie, ce sont des choses assez pas courantes, mais qu'on utilise pas mal. Et peut-être qu'un jour, on l'appliquera aux instruments de musique, mais... Bon, le monde des instruments, c'est assez conservateur quand même, mais bon, pourquoi pas. Bon, peut-être une dernière question s'il y a. Oui, alors la dernière. Oui, pardon. On dit qu'un violon qui n'est pas joué, le son devient moins bon, qu'il faut l'entretenir en jouant, sinon il perd de sa sonorité. Ça me semble étonnant. Est-ce vrai? Oui, enfin, j'ai entendu dire ça aussi. On n'a pas réussi. On n'a pas réussi à le mettre en évidence. On a réussi à le mettre en évidence sur des plaques comme ça. Hein. Il y a des laboratoires au Japon qui travaillent beaucoup sur le bois, et ils ont remarqué que si on met une plaque comme ça en vibration pendant très très longtemps, puis si on la laisse pendant très longtemps au repos, elle ne va pas se comporter pareil. Et après, pour les violons, oui, honnêtement, je ne peux pas répondre, en fait. Mais effectivement, bon. C'est ce qu'on dit, oui. Bon, un grand merci. Ah, c'est vrai que j'aurais pu... Oui, et la voix, pour moi, c'est un instrument aussi, c'est vrai. Et oui, vous avez raison. On pourrait dire que c'est comme une trompette, en fait, parce que les lèvres... Enfin, oui, les lèvres seraient l'équivalent des cordes vocales qui ne sont pas des cordes, mais des membranes, et qui vivent sous l'effet du courant d'air, expulsé par les poumons. Et oui, dans les ailes. Mais c'est vrai que je n'en ai pas parlé, et on aurait pu en dire beaucoup de choses, en fait. Un grand merci pour votre présence, et un grand merci pour cette conférence. Merci. Qui est pour supprimer la notion du temps en physique et l'autre qui veut la conserver. Et donc c'est entre un Français qui s'appelle Peter
nationalité